Dans cet épisode, on va parler des différentes nomenclatures terminologiques qu'on utilise dans le monde des arts martiaux chinois que sont Sifu, Siying, CJ. Et Dai Sifu. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break Podcast. Bienvenue dans cet épisode, dans ce nouvel épisode du Kung Fu Coffee Break Podcast. Bonjour à tous, Bonjour bienvenue. Sing, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, merci. Ah voilà, tu m'appelles Sing. T'as vu la transition un peu que je te fais là? Magnifique ça. Non, là tu l'as fait exprès. Non, même Parce pas. que c'est non. le sujet de l'épisode, mais non, oui, aujourd'hui on va parler un petit peu des titres, des titres. Non, déjà ça commence mal parce que là, ça commence mal. C'est pas des titres, mais voilà, disons des différentes Appellations. appellations, terminologies, nomenclatures. Nomenclature. Nomenclatures qui existent dans les arts martiaux chinois et qui sont encore assez utilisées, voilà, de nos jours, hein, même en Occident. C'est Oui. un pan de la culture martiale chinoise qui est arrivé jusqu'en Occident et qui est quand même relativement utilisé. Et aujourd'hui, on va parler essentiellement de ça, Elliot. Absolument. Donc, tu m'appelles, Si-Ling, qui veut dire grand frère. grand frère dans le domaine des Arts martiaux. Donc, juste avant qu'on rentre un peu dans tout ça, ce que je voulais dire peut-être en introduction, c'est que de manière générale, je trouve qu'il y a un amalgame entre la perception des arts martiaux japonais et celle des arts martiaux et de tous les autres arts martiaux asiatiques. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on a un peu tendance à calquer un peu ce qu'on connaît, ce qu'on pense peut-être connaître de la culture japonaise sur tous les autres arts martiaux asiatiques, dont les arts martiaux chinois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la représentation du guerrier japonais, donc du samouraï, pour faire court, est pas du tout la même en Chine. Socialement, c'est pas du tout la même chose qui s'est passé en Chine. Je m'explique. Le samouraï, donc je parle du samouraï parce que les arts martiaux japonais, en grande partie, viennent de là. Tu vois ce que je veux dire? Hormis le karaté qui viennent, voilà, du royaume d'Okinawa, bon, un peu différent, mais sinon, la plupart des arts martiaux japonais, ça vient de cette tradition guerrière qu'ont été les samouraïs. Dans la société japonaise médiévale, le samouraï est quelqu'un qui est vraiment en haut de la société. Tu vois, c'est lui qui a le plein pouvoir. Tu vois, le shogunat Tokugawa qui a duré 300 ans, c'est vraiment une caste de guerriers qui domine le Japon. Et voilà, toute cette classe sociale là des samouraïs, avec des rangs plus ou moins grands, bien sûr, des gens plus ou moins riches, plus ou moins influents, mais c'est voilà qui est dominante, tu vois, dans le Japon. Et je trouve qu'avec le fameux Bushido, dont on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'il faut qu'on en reparle un peu de ça, ça rayonne encore un peu, tu vois, dans les arts martiaux japonais, en Occident. Et j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup l'amalgame avec ça dans les arts martiaux chinois, par exemple. Or, c'est vraiment assez différent la représentation du guerrier, je veux dire socialement, en Chine. Rien à voir. C'est-à-dire, il n'y a pas d'équivalent de samouraï chinois. Tu vois. Alors certes, dans le folklore, tu as des héros, bien sûr, comme dans n'importe quelle culture, j'ai envie de te dire, n'importe quel pays, n'importe quel... Il y a toujours des héros, tu vois, des récits très épiques. Ça a existé même en Chine. Mais un soldat, en Chine en tout cas, à la même époque où les samouraïs existaient au Japon, n'avait pas du tout la même prestance dans la société chinoise. Pas du tout, mais genre pas du tout. Tu vois, c'est-à-dire, t'as en premier lieu les lettrés, les administrateurs, ceux qui gouvernent, ceux qui font fonctionner le pays de manière fonctionnelle, organisationnelle.
Et tu as les paysans, tu as les artisans, et en fait, tu as le soldat qui arrive très très bas sur l'échelle sociale. Mais j'ai envie de te dire, très bas, et quasiment au niveau de la prostitution, tu vois, Ok, ah ouais. à ce point-là. Ok. Donc, on n'est pas du tout dans la représentation chinoise, en tout cas à l'époque, de quelqu'un qui serait sur le même statut que le samouraï. Hmm. Et je pense que c'est important de commencer par là, parce que je trouve que le terme sifu, tu vois, en Occident, est extrêmement. C'est le big boss suprême. Il est en haut de la montagne. Il est en haut de la montagne, tu vois, Saiyan 4, Saiyan 5, Ouais. God, instinct suprême, je sais pas quoi. Et en fait, dans la société chinoise, c'est vraiment pas comme ça que c'est Ouais. perçu. Tu vois, c'est vraiment pas comme ça que c'est perçu. Le terme sifu, il s'écrit de deux façons, déjà, d'une part. Le premier caractère, si, c'est le même pour les deux façons d'écrire sifu. Mhm. C'est le fou qui diffère. La première terminologie sifu dont on va parler là, c'est pas une terminologie qui est nécessairement liée au monde des arts martiaux. Ouais. Et ça, c'est la première chose. Il faut vraiment commencer par là pour comprendre un peu d'où ça vient le truc. Et en fait, ce terme-là de sifu, il veut dire quelque part l'expert, tu vois, Ouais. le coach, l'expert. Et tu peux le trouver vraiment dans la vie de tous les jours. Et rappelle-toi quand on était à Hong Kong, Mhm. on l'a entendu Un restaurant. au restaurant, par exemple, où il y avait un serveur, un vieux serveur, tu vois. Donc, on suppose quelqu'un qui avait de la bouteille, tu Mhm. vois, qui faisait ce métier depuis longtemps. C'est quelqu'un qui l'a appelé, alors quelqu'un qui parlait cantonais, hein, c'est pas un occidental, qui l'a appelé et qui lui a demandé: «Oh, Sifu, tu peux nous remettre ça et ça, s'il te plaît, à table?» Donc vraiment dans un contexte qui était absolument pas martial. Euh, Tu peux appeler Sifu un vieux chauffeur de taxi aussi, Mhm. tu vois, qui connaît très bien la ville. Mhm. Et t'étais pas là au moment où ça m'est arrivé, mais quand j'étais avec Annès et Martine, on cherchait à aller Pic Victoria, tu vois, Mhm. tout en haut de cette colline-là, Ouais. pour admirer la vue de Hong Kong. On cherchait notre chemin à un moment donné. On a demandé à des personnes, et il y a une personne qui nous a répondu, il dit: «Tu vois le gars là-bas, demande-lui, un vieux Sifu, il connaît très bien le lieu, il va t'orienter.» Ok. Voilà, et on s'est adressé à lui, et on s'est adressé comme ça: «Bonjour Sifu, tu peux nous montrer le lieu pour trouver Ouais. pour admirer le point de vue, machin?» «C'est ouais, bien sûr, ok, ouais, suivez-moi, je vais vous montrer ça.» Donc voilà, vraiment un terme que tu peux retrouver dans la vie de tous les jours et qui est très courant. Et il y a pas longtemps d'ailleurs sur Instagram, je l'ai entendu aussi avec sur les chantiers, tu vois les gars qui font ces échafaudages qui sont absolument extraordinaires à Hong Kong Un boubou. en bambou là, Mhm. tu vois? Et donc il y avait un chef de chantier là, tu vois, qui était en train d'organiser le truc, et un de ses ouvriers l'appelle Sifu pour je sais pas quoi: «Sifu, je me pose ça où là?» Tu vois? Ouais. Donc voilà, vraiment dans un monde professionnel, enfin rien à voir avec les arts Ouais. martiaux, tu vois? Et je l'ai aussi entendu encore une fois à Hong Kong, avec un vieux monsieur qui faisait de la gravure sur pierre, tu vois, pour faire des tampons Mhm. traditionnels, tu sais, ou à l'encre rouge là, Ouais. où le gars, il avait une telle compétence dans le truc que les gens l'appelaient Sifu, tu vois. Donc il y a à la base, c'est vraiment ça, tu vois. C'est l'idée de l'expert, Ouais. dans un domaine particulier, et dans un domaine particulier qui est de l'ordre de l'artisanat, on va dire. Ouais. De l'ordre de quelque chose que tu sais faire avec tes mains, quelque part, tu vois. Donc, clairement, pour celui voilà, qui manipule quelque chose, donc, comme ce gars qui faisait de la gravure, ou, je sais pas, un chef de cuisine qui sait vraiment bien cuisiner, ou même un chauffeur de taxi, quelque part, Mhm. voilà, une compétence manuelle, on va dire, tu vois. Ça passe tout à fait. Donc,
c'est un terme que tu utilises plutôt pour ce qu'on appelle les cols bleus. Ok. Tu vois, le col bleu en opposition avec les cols blancs. Donc les cols bleus, c'est ceux qui ont des bleus de travail, on va dire, donc des gens qui ont des skills, mais manuels. Tu vois. Et dans la culture chinoise, tu t'appellerais pas un banquier. C'est fou. Non, pas du tout. Ça serait extrêmement offensant. Ah Tu ouais, vois, à ce point-là? oui, 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 oui. Ça serait extrêmement offensant. C'est pour ça Pourquoi, faut remettre, tu vois, le Ouais. titre entre guillemets, parce que c'est pas un titre, hein, mais faut remettre ça à sa place en fait. Quelle est la place de ce terme-là dans la culture chinoise, tu vois. Donc, à la base, c'est ça. Tu vois, à la base, c'est ça. Après, il y a un autre terme. Alors déjà, ce terme-là, il existe aussi dans le monde des arts martiaux. Hein. Et dans le monde des arts martiaux, c'est quand tu t'estimes que un pratiquant a vraiment des compétences extrêmement hautes dans son art martial, qu'il est très compétent dans son Choi Li Fu, dans son Tanglang, dans son Wing Chun, dans tout ce que tu veux, et même dans un autre art martial, hein, je veux dire, même si c'est un prof de karaté, tu vois, si tu dois dire, si tu dois en cantonner l'appeler, tu l'appelleras Sifu, tu vois ce que je veux dire. Et c'est quelque chose que c'est un terme que tu utilises quand tu t'adresses à quelqu'un dont tu estimes qu'il a vraiment des compétences dans ce domaine-là, dans les arts martiaux, je veux dire. Et quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que si tu t'adresses à un sifu qui n'est pas le tien, il faut à tout prix mettre le nom du sifu derrière ou devant. Si c'est pour le coup, si c'est on est dans la culture chinoise et si on fait l'effort de respecter voilà, la façon dont se construit la langue chinoise, il faut mettre le nom avant. Hein. Donc, quand on a rencontré Mark Chikong, maître de Honga à Hong Kong, on l'appelait Mark Sifu. Tu vois. Et ça, c'est vraiment important parce que si tu dis à quelqu'un Sifu, simplement Sifu, sans mettre le nom derrière, ça implique que c'est le tien. Ouais. Et on ne peut pas appeler tout le monde, tout le monde ne peut pas être notre dans le professeur. monde des arts martiaux, voilà, tu peux pas appeler quelqu'un que tu croises pour la première fois, que tu sais qu'il est maître, tu peux pas simplement l'appeler Sifu, parce que c'est une erreur, tu vois, dans les us et coutumes, c'est une erreur. Alors, on ne tiendra peut-être pas rigueur parce qu'on est occidentaux et puis voilà, on connaît peut-être pas grand-chose à la culture chinoise, mais voilà, faire l'effort de savoir son nom et de l'appeler avec son nom et Sifu derrière ou devant, peu importe ça, sur ça, ils seront à la limite plus tolérants, mais voilà, déjà ça. Donc le deuxième terme Sifu qui existe, c'est davantage quelque chose qui vient de la tradition confucianiste chinoise et qui est en vigueur encore de nos jours dans les écoles d'arts martiaux. La tradition confucianiste, c'est-à-dire que le confucianisme en Chine, c'est un peu grossièrement l'ordre social, c'est-à-dire le respect des normes, des hiérarchies et comment se comporter avec quelqu'un qui est aîné par rapport à toi ou quelqu'un qui est plus jeune, cadet, et dans tous les domaines que ce soit. Donc tu peux le voir au sein d'une famille, mais tu peux aussi le voir dans le monde professionnel, voilà, le travail. Et c'est souvent le respect des aînés également. Et c'est... Alors, de nos jours, en 2025, ça n'a plus trop le vent en poupe, hein, mais c'est quand même une vision de voir les choses qui est quand même assez patriarcale aussi. Tu vois. Donc, c'est ce système-là qui a été reproduit dans les écoles d'arts martiaux en Chine. Hein. Donc, c'est une vision familiale, en fait, une école. Hein. C'est quelque part les rapports qui existent au sein d'une famille lambda, hein, maman, papa, grand-père, sœur, frère, c'est calqué
dans les écoles d'arts martiaux traditionnelles. Et c'est pour ça que ces termes-là euh, font toujours référence comme un membre d'une famille, mais au sein d'une école d'arts martiaux. Ouais. Et le sifu, dans ce cas-là, hein, c'est le père. C'est le père Ouais. enseignant, le père instructeur. Hein. Et c'est lui qui est à l'origine d'une école. Dans une école d'arts martiaux, il y a tout qui commence avec le sifu. Mhm. Et il est un peu au centre de l'école, quelque part. Et toutes les relations familiales au sein de l'école du sifu, hein, au sein de cette école d'arts martiaux, sont basées sur la relation que tu as avec le sifu. Ok. Donc voilà, donc il y a ces deux termes qui sont vraiment différents. Et à l'écrit, on les distingue, en chinois, on les distingue bien parce que le deuxième caractère fou est un caractère différent. En Occident, on a utilisé le tiret pour essayer de faire la différenciation entre les deux. Et le sifu d'une école d'arts martiaux, tu mets un tiret entre le si et le fou. Ok. Alors que le sifu, mot lambda, que tu peux mettre, on en a parlé, pour quelqu'un qui n'est pas ton sifu, Ouais. tu écris sifu sans tiret. Ok. Et c'est ce même mot, donc sifu sans tiret, que tu peux aussi utiliser pour qualifier quelqu'un qui a une compétence dans un domaine, que tu le reconnais, ok, je l'appellerai sifu. Et quelque part, ça rejoint un peu l'épisode qu'on a fait sur le terme kung-fu, tu vois. Ouais, bien sûr. Le terme kung-fu, c'est pas un terme qui est lié qu'aux arts martiaux. Tu peux avoir un bon kung-fu dans quelque chose, et quelque part, le mec qui a un bon kung-fu en quelque chose, on peut le qualifier de sifu. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il y a une certaine cohérence là-dedans. Alors, peut-on expliquer à nos très chers auditeurs, du coup, pourquoi je t'appelle si? Parce qu'on a tous les deux le même sifu. Waouh. Donc comme on a tous les deux le même sifu, mais que je suis avancé par rapport à toi, Voilà, mon aîné. voilà, même si, bon, maintenant tu prends le Wing Chun exclusivement avec moi, mais en tout cas, tu n'as pas commencé avec moi. Et comme je suis aîné par rapport à toi, tu m'appelles Seeing. Tout à fait. Ouais, donc c'est par rapport à notre sifu à tous les deux. Exact. Voilà, donc comme je suis devant toi, bah, tu m'appelles Seeing. Il faut voir ça sous forme de génération. En fait, toi et moi, on est la même génération, quelque part. Parce que notre sifu, voilà, il est devant nous, tu vois. Ouais. Mais comme je suis aîné par rapport à toi, tu m'appelles Seeing. Maintenant, si on prend quelqu'un qui est de la génération de notre sifu, Ouais. tout va dépendre si cette personne-là est aînée par rapport à notre sifu ou si cadet. elle est cadet Ok. par rapport à notre sifu. Si elle est aînée, donc même génération, hein, mais qu'elle est aînée, tu vas l'appeler Sibak. Ok. Donc c'est ton oncle aîné, ouais, Ok. relation familiale, donc mon oncle aîné. Et si elle est cadet, tu vas l'appeler Sizok. Donc ça, Ok. c'est ton oncle cadet. Voilà. Et ensuite, tu as encore au-dessus, et pour simplifier, on va s'arrêter là parce que là, vraiment, on donne les nomenclatures, les terminologies de base, mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Le professeur, le sifu de sifu. ton sifu, c'est ton sikong. Ouais. Voilà, c'est Grand-père. concrètement le grand-père, parce que tout ça, ça vient des mots chinois, hein, qui sont utilisés pour qualifier, voilà, le père, la mère, le grand-père, etc., etc. Et Kong, c'est une des façons de dire grand-père en chinois. C'est pas la seule, Ouais. mais c'en est une. Hein. Les gens qui sont en dessous maintenant, hein, tu as par exemple Sidai pour les cadets Ouais. qui sont garçons, hein, et tu as les Simui pour les cadettes, donc qui sont filles. Hein. Une qu'on a oublié de dire, c'est la Sijie. Sijie, c'est ta sœur aînée, hein, de Kung Fu. Donc c'est celle qui est juste devant toi. Si t'avais été une femme, je t'aurais appelé CJ. Si j'avais été une femme, tu m'aurais appelé Sijie. Et tu sais comment on appelle une femme qui est instructrice à la tête d'une école? Ah non. Bah, Sifu. Ah ouais. Ah bah oui, c'est Bah ouais, ok. parce qu'il n'y a pas d'équivalent féminin. Oh, féminin de Sifu. Comme je l'ai dit, c'est un système qui est... Ils sont pas très féministes. Hein. Non, c'est quelque chose qui est assez patriarcal, qui est assez, voilà, qui vient de la Chine classique. Et bon, voilà, c'est cette idée que l'homme est le chef de famille. Donc,
j'en conviens qu'il n'y ait pas trop d'actualité de nos jours, mais voilà, néanmoins, c'est les termes C'est comme ça, quoi. qui existent encore de nos jours. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu encore dans les écoles. Alors, à Hong Kong, ça, il n'y a pas de problème, hein. J'ose m'engager et dire que c'est aussi le cas pour la plupart des écoles en Chine, tu vois. Même si les termes, bien sûr, diffèrent si on parle mandarin. Le sifu en mandarin, c'est Shifu. shifu, Shifu. qui est d'ailleurs, si tu prends le Kung Fu Panda, tu vois, Ouais, où c'est le maître Shifu, tu vois. ouais. Quelque part, c'est un peu, Maître. c'est un pléonasme Ouais, quelque ouais. part, tu vois. Même si la traduction littérale de Sifu, maître, bon, c'est pas tellement Ouais, ça. ouais. Enfin, en tout cas, j'aime pas qu'on traduise Sifu par maître, tu vois. C'est pas quelque chose que je trouve très correct en termes de traduction. Chose qui est assez intéressant aussi, j'ai regardé il y a pas longtemps, La Fureur de vaincre de Bruce Lee, Mhm. que je regardais en cantonais. Et où alors là, tu vois alors, La Fureur de vaincre, on replace pour ceux qui ont oublié un peu le film, mais c'est l'école Jingwu. Mhm. Donc on est vraiment dans un film qui est autour d'une école d'arts martiaux et tous les personnages du film sont vraiment dans une école d'arts martiaux, tu vois. Et là, pour le coup, tu vois, quand tu as un aîné qui s'adresse à un cadet, ben, il appelle pas forcément par le prénom, mais il utilise comme terme, par exemple, Sidai. Ok. Tu vois, donc c'est comme si moi je t'appelais pas Elliot, je t'appelais Sidai tout le temps, Ok. tu vois. D'accord. Et ce qu'il faut savoir comment dire, dans une approche qu'on pourrait qualifier de vraiment traditionnelle, tu la vois dans le film par exemple, tu as Bruce Lee, donc le personnage de Shenzhen dedans, hein, qu'incarne Bruce Lee, c'est le 5e élève de l'école. Donc il y a le Ouais. Sifu et lui il arrive en 5e rang, hein. Et dans le film, tous ceux qui sont cadets par rapport à lui l'appellent Sing avec le qui est le chiffre D'accord. 5 en anglais. Ah, ok. Ouais, ouais. Et tu as toujours l'aîné là que tu vois beaucoup, un des personnages assez principaux dans le film, qui est le Daising. Tu vois. Ok. Et ils le disent tout le temps. Daising, tout le temps. Et lui, le fameux Daising Ouais. d'ailleurs, appelle Bruce Lee Sidai Ok, au d'accord. lieu de l'appeler Shenzhen. Il appelle Shenzhen parfois dans le film, mais il appelle aussi Sidai. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui existe pas tellement en Occident. J'avoue que ça, c'est pas quelque chose Ouais. c'est pas quelque chose qui est assez reproduit dans les écoles en Occident. Mais en tout cas, en Chine, à une certaine époque, ça l'était. Je sais pas si c'est le cas à Hong Kong aujourd'hui. Je pense pas. Je pense que ça a tendance à disparaître un peu, cette tradition-là. Mais et peut-être que ça devient aussi compliqué quand tu as énormément de gens dans l'école, tu vois. Ouais. Mais quand tu as une dizaine de personnes dans l'école, tout le monde a son rang, à sa place quelque part, hein. Et tu as le Daixing, le premier, Yixing, le Mhm. deuxième, Samxing, le troisième, Saixing, etc., Ouais. etc., etc. Tu vois. Et ça, tu le vois très bien dans le film. Ouais, ouais. Et je trouve ça chouette, tu vois, de voir le film en cantonais parce que tu vois vraiment les termes, les relations, CJ. Au début, tu comprends pas pourquoi ils s'appellent pas tous de la même Mhm. manière. Oui, mais c'est parce qu'ils ont des hiérarchies, on va dire, dans l'école qui sont différentes, tu vois. Et aujourd'hui, en Occident, de manière générale, pour simplifier les choses, quelqu'un qui est seeing, c'est quelqu'un qui est né avant toi, mais pas qui est né que de 2 jours. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Parce que si tu prends le truc au pied de la lettre, mais vraiment les plus conservateurs, les plus traditionnalistes, le gars qui a commencé le Wing Chun une semaine avant toi, Mhm. tu dois l'appeler seeing. Ouais. Tu vois? Et le gars qui a commencé le Wing Chun une semaine après toi, c'est lui qui doit t'appeler seeing. Tu vois? Bon, ça, c'est vrai que pas forcément comme ça que c'est fait de nos jours, mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui est là depuis longtemps dans l'école, qui a un grade, qui se manifeste par, je sais pas, une ceinture, un écusson, une couleur de t-shirt un peu différente, on l'appelle signe, tu vois. Ouais. Voilà.
Très bien. Alors, comment devient-on sifu, du coup? Bah, Oula, ouais, bah, the question. the question. Bah, disons que ça a bien changé depuis le temps. Maintenant, comme il y a énormément d'organisations, fédérations, appelle ça comme tu veux, un peu indépendantes, quelque part chacun fait un peu ses règles, Hmm. tu vois, et chacun dit voilà, il faut avoir accompli telle et telle chose pour devenir sifu. Mais si tu regardes un peu à l'époque, la manière dont les écoles se multipliaient, les arts martiaux se répandaient, quelque part, fallait avoir l'approbation d'une manière ou d'une autre de ton sifu avant que toi, tu ouvres ta propre école. Ouais. Et imagine, tu es à Fatsan, fin 19e siècle, et tu dois partir déménager et habiter à Canton, tu vois, Ouais. la ville qui est pas très loin, mais néanmoins, comme tu déménages, tu pourras plus suivre ton sifu et tu pourras plus pratiquer avec lui au quotidien, tu vois. Et voilà, tu t'adresses à ton sifu, tu dis, écoute, sifu, je vais devoir partir, un business qui m'attend, je vais quitter Fatsan et je vais aller à Canton et j'aimerais bien continuer de répandre notre art martial et que ça soit la gloire pour notre, Ouais. etc., etc. Et là, ton sifu te dit, ok, pas de problème, je suis sûr que tu feras un très bon travail, on reste en contact, n'hésite pas à m'appeler, je pourrai de temps en temps venir et voir le fruit de ton Ouais. école, etc., etc. Donc, quelque part, fallait, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, avoir l'approbation de ton sifu t'autorise quelque part, tu vois, pour que tu puisses à ton tour ouvrir une école et ça. Mais après, en fait, t'es juste sifu de facto. Ouais. C'est-à-dire, si tu mets un enfant au monde, t'es papa. Qu'il le veut ou non, ton frère sera oncle, Ouais. tu vois. Et qu'il veut ou non, ton père et ta mère seront grand-père et grand-mère. Et c'est juste de facto, en fait. Ouais. Et traditionnellement, ça se passe comme ça, parce qu'on l'a dit, c'est calqué sur le système familial. Donc, tu choisis pas d'être frère ou sœur, grand-père, oncle. C'est juste, ça se fait. Ouais. Tiens. Mais voilà, les choses ayant évolué, maintenant, sont devenus quelque part des titres, tu vois, qui sont parfois, voilà, réservés à certaines personnes qui ont accompli telle chose et d'autres qui ont, voilà. Mais d'une organisation à une autre, les règles sont pas du tout les mêmes et ça varie, tu vois. Donc, ça change selon à qui tu t'adresses ou est-ce que tu pratiques. Oui, tout à fait. Vraiment, il y a pas d'uniformité à ce niveau-là. Ouais. Ça peut changer d'un style à une autre, ça peut changer d'une lignée à une autre, même au sein d'une même lignée, ça peut être aussi différent, tu vois. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends l'école de Sifu Lungting il y a quelques années à Hong Kong, au sein de son école à lui, Mhm. tu avais aussi d'autres Sifu. Tu vois. Ok. Ouais. Et c'est pas forcément des gens qui ont leur propre école qui leur appartient. Non, ils peuvent aussi être sifu au sein de son école à lui. Tu vois. Mhm. Et certains étaient juste entre guillemets deuxième degré technicien, Ok. qui est dans le système Lungting. Quand tu es deuxième degré technicien, tu commences à peine à apprendre Byuji et tout ce qui va avec, et mannequin de bois, tu n'as pas encore touché. Enfin, tu vois. Donc, c'est pas forcément aussi avec un niveau technique extrêmement haut. Tu vois. Ouais. C'est juste que dans l'école, tu as une place d'instructeur, et puis, voilà, à un moment donné, on va savoir les critères qui. Pof, Ouais. c'est fou. Tu vois. Donc, voilà, les règles peuvent changer d'une école à une autre, d'une lignée à une autre. Et tu vois, par exemple, je te filerai le lien si tu veux, mais Mhm. il y a, il y a un tout petit documentaire, pas long, de 10 minutes, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça sur Internet, de l'école de Lokyu à Hong Kong. Mhm. Lokyu, un des premiers, si ce n'est le premier élève de Ip Man à Hong Kong, tu vois. Donc,
dans cette école, qui est tenue actuellement par le fils de Lok Yu, qui est Sifu Lok Keng Wong, et dans ce documentaire, tu as une personne qui se présente, qui est Sifu Yim Shi Wai, et qui se présente comme ça. Il dit « J'ai jamais passé de diplôme, j'ai jamais passé de grade, et pourtant, ce gars, Et c'est fou. il est reconnu comme Sifu Hong Kong par toute la communauté de Hong Kong. » Ah ouais? Ouais. Donc, vraiment, les règles, il y en a pas. Il y en a pas. Et une anecdote que j'ai trouvée intéressante aussi, en 2019, il y a une université à Hong Kong, à Central, qui est l'université de Xiuyan, qui a fait une espèce de représentation, une présentation du Wing Chun, tu vois, sur un peu l'héritage de Ip Man. Et dans le titre de l'article que j'ai lu sur ça, l'université dit, voilà, à cette occasion, 2019, l'université invite les 6 grandes familles de Wing Chun de Hong Kong. Ok. Tu vois, les six lignées en dessous Ip Man. Ok. Et dans ces lignées-là est représentée la lignée de Lok Yu, dont je viens de parler, avec Sifu Yim Shi Wai, et il est bien indiqué qu'il est Sifu, tu vois, il n'y a pas de problème, hein, Sifu. Il y a la lignée de Leung Sheng, il y a la lignée de Chu Changtin, il y a la lignée de Wong Shengleng, il y a la lignée de Yip Shun et Yip Xing. Donc les deux frères sont même pas de la même lignée dans la présentation, tu vois, de cette université-là. Il n'y a pas Leung Ting, par exemple. Mais ouais, Alors, il n'y a pas Leung Ting. Alors, ma théorie là-dessus, ouais. c'est que Leung Ting, à la base, c'est un élève de Leung Sheng. Ah, c'est pas un élève. Non, c'est pas un élève direct de Ip Man. Non, c'est pas un élève direct de Ip Man. À la base, Leung Ting, c'est un élève de Leung Sheng. Il a eu l'occasion de fréquenter Ip Man à la fin de sa vie, voilà, pendant pas très longtemps d'ailleurs. Hein. Et voilà, il a revendiqué, bien sûr, d'avoir eu l'enseignement de Ip Man. Ouais. Qui ne revendique pas d'avoir eu l'enseignement de Ip Man s'il l'a eu? Ça serait dommage de ne pas mettre ça en avant. Tu vois. Donc, ma théorie, c'est que Leung Ting étant un disciple de Leung Sheng à la base, parmi d'autres, et Leung Ting a toujours dit que son Sifu était Leung Sheng, et il n'appelait pas Ip Man Sifu, parce que concrètement, c'est pas son Sifu, c'est son Sikong davantage, tu vois. Il n'était pas invité parmi eux. Donc bon, on sait que Leung Ting n'est pas forcément super apprécié dans la communauté de Wing Chun de Hong Kong, mais pour le coup, quand même quelqu'un qui, à l'international, a rayonné en tout cas, et énormément reconnu dans la communauté comme étant un Sifu de Wing Chun, Sifu Leung Ting. Il n'y était pas là. Il n'y était pas, tu vois. Donc, ça diverge. Ouais. C'est différent à chaque fois. Ouais. Voilà. Et du coup, tu as parlé, donc tu as dit qu'il y avait au sein de l'école de Leung Ting différents Sifu. Ouais. Du coup, ce qui fait que Leung Ting, c'était le Dai Sifu. Oh my goodness. Toi aussi, tu me sors ça. Non. Ah bah, si. Ah, ok. Dai Sifu. Ouais, faut qu'on éclaircisse ça un peu. Il y a un gros problème avec ce terme-là, Dai Sifu. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a un Dai Sifu français qui a fait une vidéo pour expliquer un peu ce que c'était que Dai Sifu. Donc, je ne vais pas le citer, hein, mais néanmoins, il a fait une énorme maladresse et il a confondu Dai avec Dai. Eh oui. Oula, maladresse. Eh oui, parce que brièvement du cantonais. Hein. Ouais, vas-y. Tu sais qu'en ce moment, je prends des cours de cantonais. Tu savais pas ça? Non, mais c'est vrai, je prends des cours de cantonais. Sur Duolingo. Je prends des cours de cantonais. Et en fait, le problème avec cette langue, pour nous français, mais j'ai envie de te dire pour occidental, même anglais, allemand, italien, tout ce que tu veux, on rencontre tous ce même problème. C'est que le cantonais, c'est une langue monosyllabique. C'est-à-dire que chaque syllabe sont des mots. Et pour différencier ces mots, on utilise en cantonais des tons. Et il y en a 6 de tons. Tu vois.
Et selon la manière dont tu prononces un mot, avec tel ou tel ton, eh ben c'est pas le même mot. C'est pas le même mot. Et là, l'erreur, ça a été d'avoir confondu die avec die. Et ce gars a indiqué que Dai Sifu, il a pris comme Dai, le Dai de, par exemple, Dai Bong Sao. Donc, Bong Sao Ba, dans la chambre Q, par exemple. Et le Dai avec le premier ton, qui veut dire bas. Or, c'est faux. C'est une grossière erreur. Pour le coup, là, le terme Dai Sifu, c'est Dai avec le 6e ton. Et c'est un terme qui veut dire grand, gros. Tu vois, c'est un superlatif, en fait. Tu vois. Donc, Tai, tu vois, court, premier ton, et Tai, un peu plus long en bouche et un ton plus bas, sont deux mots différents. Deux mots qui ne veulent pas dire la même chose. Et a priori, quand on parle de Dai Sifu, c'est de ça qu'on parle, tu vois, c'est un grand Sifu. D'où ça vient? Alors déjà, faut peut-être remettre les choses à leur place, et les gens qui nous écoutent, je leur invite à faire preuve de discernement et d'aller vérifier ce que je dis, et déjà de se rendre compte que ce terme-là, Dai Sifu, c'est un terme qui existe uniquement dans la lignée de Lung-Ting, uniquement en Europe de l'Ouest. Tu verras pas de Dai Sifu Hong Kong, tu verras pas de Dai Sifu en Europe de la lignée de Wong Chonglun, de la lignée de Chu Changting, non, c'est seulement dans la lignée de Lung-Ting. Donc déjà, sur le postulat de départ, il y a un problème, tu vois, parce que c'est pas utilisé ailleurs que en Wing Chun que dans la lignée de Lung-Ting en Europe. Et donc je sais clairement d'où ça vient, je sais qui est le premier Dai Sifu, donc je ne vais pas citer, mais c'était il y a longtemps, dans les années 80 je pense, ou 90. C'est qui? Je veux savoir. Je te dirai. Et en fait, c'est parti d'une question qu'on a posée à Lung-Ting, à Sifu Lung-Ting, et à l'époque le WTO commençait à devenir grande. Et quelqu'un lui a posé la question, s'il y a un Sifu qui a formé d'autres Sifu, qui commence à avoir beaucoup d'aura, voilà, quelqu'un qui est quelque part au-dessus des autres Sifu parce qu'il a plus d'expérience, tout ça, existe-t-il un autre titre pour le différencier des autres? Donc on est déjà dans un schéma de pensée où on cherche à catégoriser. Ouais, peut-être un trop. autre rang, quoi. Ouais, trop. Et Lung-Ting l'a dit de manière ironique, mais il a dit un truc comme ah oui, tu peux l'appeler Dai Sifu si tu veux. Voilà, mais les gens l'ont pas compris, l'ont pris au premier degré, alors que c'était davantage du second degré. Et là où c'est ambigu, c'est que c'est un terme qui existe à Hong Kong, mais dans un certain contexte. Et en fait, Dai, je l'ai dit, ça veut dire grand, c'est un superlatif. Et concrètement, tu peux le voir dans deux contextes. Premier contexte, un peu un contexte où tu as envie, un contexte où tu fais preuve de sarcasme. C'est-à-dire, lorsque tu veux chambrer quelqu'un gentiment, et tu lui dis « Oh, Dai Sifu, viens par là, il faut que je t'explique un truc, tu vois. Genre, ta technique, elle est pas bonne, ou imagine ta femme à la maison, « Oh, Dai Sifu, viens, va ranger la vaisselle quand même. » Un truc comme ça. Et comme si c'était « Oh, super Sifu, allez, viens par là, tu vois. » La deuxième contexte dans lequel ça peut être utilisé, c'est davantage pour flatter. Et c'est plutôt la presse qui utilise ça. Ouais, donc, il n'y a pas longtemps, par exemple, on en parlera après quand on va parler de la cérémonie Baisi, par exemple, tu vois. Mais Sifu Wan Kamlum, il n'y a pas longtemps, à Hong Kong, a fait une grande cérémonie à l'occasion d'une
ce qu'on appelle une cérémonie Baïsi, quand il y a un élève qui rentre dans le cercle rapproché un peu d'un sifu, il est introduit généralement par ce qu'on appelle une cérémonie Baïsi. Alors, c'était pas forcément le cas là pour Sifu Wan Kamlung, mais imagine, c'est une cérémonie qui est médiatisée, où il y a énormément de personnes, parce que c'est aussi la tradition quand il y a ce type de cérémonie, que tu invites aussi des Sifu d'autres écoles, de ta lignée, hein, mais ça peut être aussi des écoles qui sont pas forcément de ta lignée, tu vois. Et imagine que c'est une cérémonie où il y a 100 personnes, où il y a eu beaucoup d'argent quelque part pour organiser ça. Tu as la presse qui peut dire ouais, super, Dai Sifu, nanani nanana, a fait une cérémonie qui a réuni plus de 100 personnes. Voilà, donc c'est dans ce sens-là, tu vois, où c'est utilisé et à caractère un peu prestigieux, mais en aucun cas, le gars, il s'autoproclame Dai Sifu, quoi. C'est extrêmement présomptueux. Enfin, quelqu'un qui met Dai Sifu sur sa carte de visite, sur son site internet, sur son profil Facebook, Instagram, clairement, il a une très forte méconnaissance de la culture chinoise. Tu vas à Hong Kong, tu dis que tu es Dai Sifu, ci et ça, extrêmement présomptueux. Je me sentirais extrêmement embarrassé s'il y a quelqu'un à côté de moi qui se présenterait de cette manière-là. C'est extrêmement présomptueux. Pas quelque chose que tu fais. Donc clairement, les gens qui utilisent ce titre ne connaissent pas la culture chinoise. Clairement. Et encore une fois, faisons preuve de discernement, hein, mais c'est très facile aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux. Hein. Donc, très facile de rentrer en contact avec des gens de Hong Kong qui parlent cantonais et qui parlent très bien anglais aussi maintenant, parce que les jeunes générations, si tu prends quelqu'un, allez, en dessous de 40 ans, de fortes chances que son anglais soit quand même assez impeccable, et comme il est natif d'origine chinoise de Hong Kong, il parle très bien cantonais, et la culture cantonaise, il la connaît. Donc, allez-y, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, hein. Faites preuve encore une fois de discernement, essayez de rentrer en contact avec ces gens, vous n'êtes même pas obligé de vous déplacer à Hong Kong pour le vérifier, vous n'êtes même pas obligé. Mais essayez de tisser des liens et demandez, voilà, Dai Sifu, ça s'utilise comment, dans quel contexte, et vous verrez la réponse. N'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires. Très certainement, mais très certainement, si vous avez autour de vous quelqu'un qui s'appelle Dai Sifu, très certainement que cette personne ne parle pas cantonais. Très certainement. Ça arrive, hein. Très certainement. France, hein. Donc voilà. Ouais, juste brièvement, hein, pour revenir à la cérémonie Baïsi. Donc, cette cérémonie, c'est quelque chose qui est encore assez répandu dans les arts martiaux chinois. C'est quand il y a, je l'ai dit, un élève qui est avancé et qui rentre un peu dans le cercle fermé de son sifu. Il devient élève plus quelque part, tu vois. On fait ce qu'on appelle une cérémonie Baïsi. Donc Bai, c'est s'incliner, littéralement, et Si, c'est le Si de Sifu, tu vois, ou Xing, Xijie, tout ça. Et normalement, dans la tradition, à ce moment-là, l'élève est censé recevoir les enseignements supérieurs, voilà, de son style, qui sont pas réservés aux élèves lambda, tu vois. Et c'est toujours ça, c'est-à-dire les cérémonies Baïsi, dans la vie d'un sifu, il n'y en a pas qu'une. Et c'est toujours dans ce sens, c'est-à-dire quand tu fais une cérémonie Baïsi, c'est pour accueillir un élève dans ton cercle privé. Et ce n'est pas une cérémonie qui fait de toi un sifu. C'est une cérémonie qui est vouée à se répéter plusieurs fois, parce que dans ta carrière de professeur d'arts martiaux, de sifu, tu vas créer plusieurs générations, et plusieurs fois, tu vas être amené à dire, ok, lui, elle, ils ont prouvé leur valeur, et ils deviennent mes élèves rapprochés.
Tu vois. Donc c'est des choses qui se font encore assez régulièrement à Hong Kong, peut-être un peu moins en Occident, mais voilà, c'est coutumes qui se font toujours. J'avais une question. Pourquoi, j'ai remarqué ça, pourquoi dans la lignée de Leung Ting, il y a des bandes rouges et des bandes jaunes, alors que Ouais, dans certaines autres lignées, il n'y a pas de ce genre ouais, de choses. ouais. Ouais, très bonne question, Oh, Elliot. merci, quoi. C'est trop sympa. Non, ben il y a pas, à la base, il n'y a pas d'uniforme dans le Wing Chun. C'est-à-dire, si tu regardes un peu les photos de Yip Man à l'époque, hein, quand tu le vois en photo avec ses élèves autour de lui, il n'y a pas de tenue. Tu vois, les gens sont habillés. En fait, il n'y a même pas de tenue d'arts martiaux, quoi. Yip Man lui-même est habillé juste comme la vie de tous les jours. Tu vois. Commence à se dessiner quand même un certain code couleur, mais qui vient de manière un peu informelle. C'est-à-dire, il fait chaud à Hong Kong, Mhm. on a pu le constater. Et à l'époque, tu as ce que ma maman appelait les tricots de peau. Mhm. Tu vois. Ils étaient systématiquement blancs. Tu vois. Ouais. Donc il y a une espèce de code couleur qui a commencé à se dessiner au fur et à mesure, c'est-à-dire t-shirt blanc et pantalon noir. Tu vois. Mhm. Et par la suite, il y a certaines lignées qui ont commencé à adopter des uniformes un peu plus spécifiques. Dans certaines lignées de Wing Chun, par exemple la lignée de William Cheung, tu as des ceintures Ouais. généralement, tu vois, qui sont utilisées, des ceintures de couleur pour représenter des grades. Ce que je constate, c'est dans la lignée de Wong Chong-Leung, comme il aimait beaucoup porter de vêtements Adidas, tu as Mhm. beaucoup de gens de sa lignée qui portent aussi des vêtements Adidas. Je trouve ça Mhm. super cool d'ailleurs. Et voilà. Et dans la lignée de Leung Ting, très tôt, en fait, du vivant de Yip Man, hein, parce qu'il y a une démonstration qui a été prise en photo en 1969 en présence de Yip Man, où il porte déjà les tenues qu'on voit encore de nos jours dans la Ouais. lignée de Leung Ting. Donc avec ces fameuses bandes au niveau des jambes et la tenue dite de technicien ou praticien, où tu n'as pas un t-shirt, mais tu as ces bandes aussi là, Mhm. rouges et après jaunes. Ça, c'est Leung Ting qui a décidé de, Ok. de mettre son uniforme pour son école. Ce qu'il faut savoir avec Leung Ting, c'est quelqu'un qui a voulu structurer son enseignement du Wing Chun. Euh, et l'uniforme, quelque part, a été dans cette logique-là, de manière structurer son enseignement par des grades, des programmes pédagogiques fixes, avec voilà. Donc l'uniforme vient de là, et en fait l'uniforme de Leung Ting, c'est le tout premier, en tout cas a priori. L'anecdote que j'ai eue, c'est que c'est sa mère qui lui a créé. Ah ouais? Donc au niveau des bandes sur les pantalons, c'est quelque chose que tu retrouves dans les arts martiaux chinois du sud Mhm. essentiellement. En Cholifu, je l'ai vu. En Hongar, je l'ai vu aussi. Euh, et tu peux le retrouver aussi de manière beaucoup plus édulcorée, avec beaucoup plus de fioritures, par exemple dans les costumes de danse de lion, tu vois, Ouais. où tu as aussi ces bandes là, tu vois. Mais voilà, de manière plus, comment dire, sans fioriture, Ouais. plus ouais, juste un motif qui est parfois un peu floral ou quoi. Je l'ai déjà vu dans le Hongar, tu vois, Ok. c'est quelque chose qui est assez répandu. Donc, Leung Ting a repris ce code-là un peu vestimentaire. Pour ce qui est du haut, certainement été inspiré par une tenue traditionnelle, tu vois, Ouais. particulière, qu'il a voulu un peu dénoter de ce qui se faisait en Hongar ou en Cholifoot, histoire de montrer que c'est un style différent, tu vois. Donc, voilà, il a adopté ce costume-là pour les pratiquants de Wing Chun de niveau avancé. Donc, c'est normalement de manière classique. C'est quand tu deviens technicien que tu abordes ce costume-là. Mais voilà, Wing Chun de la lignée Leung Ting, ça existe depuis 50 ans. Et il y a Mhm. eu énormément de, de subdivisions derrière. Donc maintenant, tu peux voir ce genre de tenue dès le premier grade d'élève
des gens qui sont tout en blanc, genre un peu kimono de judo, de karaté, tu vois. Mais bon, de manière classique, c'est comme ça que ça s'est établi. Tu vois. Pour ce qui est de la couleur rouge, bah, c'est une couleur qui est assez utilisée en Chine de manière générale, tu vois. Au Nouvel An chinois, on donne l'enveloppe rouge. Enfin voilà, le rouge, c'est quand même quelque chose qui est une forte symbolique en Chine. C'est synonyme de bonheur, de prospérité, de chance. Et dans le monde des arts martiaux, c'est aussi le côté feu, la flamme, l'énergie, tu vois. Donc voilà, c'est adopté sur ces tenues-là. Pour ce qui est du jaune, en fait, à la base, il n'y a que Lung Ting qui portait la tenue jaune. Tu vois. Et personne d'autre, à part lui, portait ce vêtement avec les bandes jaunes et les liserés jaunes. Et le jaune, en fait, ça vient de la symbolique chinoise qu'il y a autour de cette couleur jaune. Et c'est la couleur de l'empereur de Chine, en fait, le jaune. Ok. Donc, c'est une couleur qui est davantage associée à la sagesse, si tu veux, à grande prestance, à la force tranquille. C'est le Dai Sifu, quoi. Arrête avec ce terme. Arrête avec ce terme. À la limite, utilise comme terme Zhongxi. Zhongxi. Ouais, Lung Ting commence à se faire appeler Zhongxi maintenant. Ouais, pas que Sifu, mais... Tu vois, encore une fois, voilà. Pas Dai Sifu, mais Zhongxi, qui veut dire grand maître, qui était un terme dans le Wing Chun pour désigner Ip Man. On n'a pas désigné une autre personne que Ip Man, tu vois. Et je l'ai vu dans la presse hongkongaise, certains journaux appellent, au lieu de mettre Sifu Lung Ting, ils disent Zhongxi Lung Ting, tu vois, grand maître, on va dire, tu vois. Et par la suite, ça a un peu changé dans la lignée, pour revenir aux vêtements, la couleur. Ça a un peu changé dans la lignée de Lung Ting. Je pense que ça a commencé à changer dans les années 90, quand Lung Ting a commencé à s'habiller en tenue chinoise traditionnelle. Ouais, traditionnelle, classique, un peu comme Ip Man, tu vois, où il a abandonné cet uniforme. Et c'est à ce moment-là où il y a eu le switch, où les gens qui étaient les plus gradés dans son organisation ont commencé à revêtir cet uniforme-là avec les liserés et les bandes jaunes. Et la signification dans la lignée de Lung Ting, c'est en gros celui qui a cet uniforme-là, c'est l'héritier. Ok. Tu vois. Et en fait, quand tu regardes les premiers gars qui ont porté ça, c'était les gens les plus gradés de l'IWTA, tu vois. Donc, tu as eu Sifu Shang Chun-Fun, tu as eu Sifu Tam Mong-Fun, tu as eu Sifu Lung Kun, le frère aîné de Lung Ting, par exemple. Tu as eu Sifu Kernspech, qui a porté aussi cet uniforme-là. Et Sifu Norbert Madé aussi, l'Europe de l'Est, tu vois, qui a porté cet uniforme-là. En gros, un peu les héritiers, de manière géopolitique, ok, en Europe, c'est Sifu Kernspech, de l'autre côté de l'Europe, c'est Sifu, voilà, un peu ça, tu vois. Après, quand l'organisation de Lung Ting a commencé à se subdiviser, que les gens sont partis, ce code couleur, maintenant, de nos jours, il a été repris en gros par ceux qui sont à la tête d'une organisation indépendante, enfin, qui viennent de la lignée de Lung Ting, mais qui ont une organisation un peu indépendante. Généralement, ils abordent ces couleurs. Voilà. Ok. Tu ne me verras pas mettre de jaune. Non. Bah, on n'est pas à l'abri, hein. Non, a priori, j'ai pas envie de mettre de jaune. Non, je vais rester avec mes bandes rouges, ça me va très bien. Ça marche. Voilà. Ouais, si tu veux bien, Elliot, pour terminer cet épisode, bien sûr, débordons sur, non pas les titres, mais peut-être les grades au sens large, tu vois, dans le monde des arts martiaux. Oui, bien sûr. Alors les grades pour ou contre? Je pense que les premiers qui ont été, par exemple, ce qu'on voit le plus souvent, tout art martial confondu, tu vois, asiatique, c'est les ceintures de couleur. Et je pense que les premiers qui ont mis ça en place, c'est les judokas. Ah ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Après, il y avait aussi l'aïkido, mais bon, c'est venu après. Mais après, c'est aussi différent. Mais oui, je pense que c'est aussi les judokas qui ont mis en place
ce système de grade et donc d'apprentissage à partir de telle ceinture, tel machin, Ouais. etc. Un apprentissage comme ça. Donc oui, le système de grade est utile dans la progression d'un pratiquant. Ben moi, je trouve Voilà. qu'il faut que ça ait du sens. Ouais, ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu mets un premier dan ou premier douane ou premier technicien, tout ce que tu veux, peu importe l'appellation que tu mets derrière, il faut que ça ait du sens. Il faut que le grade représente quelque chose. Tu vois. Parce que quelque part, un grade, Ouais. c'est une reconnaissance par une communauté. Oui. Tu vois, c'est-à-dire au sein d'une communauté, quand tu qualifies que lui a tel ou tel grade, et dans n'importe quel domaine, hein, je veux dire, on n'est pas que dans le monde des arts martiaux, mais le grade de manière générale, tu vois, le diplôme, peu importe, tu vois. Mais quand tu dis, ok, lui, on lui discerne ça, c'est une reconnaissance d'une communauté sur un certain niveau. Ouais. Et dans les arts martiaux, c'est ça aussi, mais ça devrait rester que ça, c'est-à-dire évaluer des compétences et récompenser quelqu'un par un diplôme qui dit qu'il a atteint tel niveau. Tu vois. Et le problème, c'est que moi, je trouve, hein, mais quand commence à avoir des organisations, des fédérations qui commencent à être grandes, tu vois, où il y a des enjeux qui sont politiques, financiers, et dans n'importe quel domaine, hein, je veux dire, c'est quelque chose qui peut, que l'on voit dans n'importe quel domaine, que ce soit culturel, le domaine de l'entreprise, du sport, politique, peu importe. Mais quand il commence à avoir des enjeux de pouvoir et des enjeux financiers, ben, parfois tu te rends compte que voilà, certains passent les étapes alors qu'il n'y a pas forcément les compétences derrière. Ouais. Mais il y a d'autres enjeux. Enjeu financier, oui, tout à fait. Et ça, je trouve que c'est regrettable. Et au final, ça ne peut qu'impacter la structure, peu importe la structure dans laquelle tu es. Tu vois. Parce que si le grade reflète pas dans le monde des arts martiaux, si le grade ne reflète pas un niveau, à quoi ça sert? Ouais. Ça sert plus à rien. Oui, non mais oui. Et puis il y en a un notamment qui a défrayé un petit peu la chronique, j'ai oublié son nom, mais c'est un magnat américain, milliardaire, etc., entrepreneur, tout ce que tu veux, qui a eu sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien en 3 ans. Ouais. C'est pas beaucoup, 3 ans quand même. Non, c'est pas beaucoup. Donc voilà, après, donc on suppose. Après, il y a pas mal d'athlètes, pardon, de jiu-jitsu brésilien qui disent qu'il n'a pas le niveau, d'autres qui disent qu'il a le niveau, mais peut-être parce qu'il lui a donné l'argent. Ouais. Donc voilà, faire attention à ça aussi, au fait d'avoir à acheter son grade, c'est pas vraiment reluisant. Non. Et ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un podcast d'un gars dont j'ai oublié le nom, qui a fait des recherches sur niveau doctorat, hein, tu vois, vraiment quelque chose d'universitaire, sur la diffusion du karaté, du judo en France notamment. Et il a dit quelque chose que je trouve assez intéressant. Il a dit, le karaté au début, dans les années 50, quand ça a commencé à se diffuser massivement, enfin, en tout cas au début, quand le karaté a voulu se faire une place devant un art martial comme le judo, tu vois, qui était quand même prédominant à l'époque, la fédération à l'époque de karaté, ou je sais pas si c'était discipline associée ou j'en sais rien, mais en tout cas ceux qui tenaient un peu la reconnaissance des grades, tout ça à l'époque, n'ont pas hésité à discerner des dan à des gars qui avaient fait ne serait-ce qu'un voyage au Japon d'une semaine ou deux, et qui étaient revenus avec, voilà, certes un apport culturel, certes des choses à raconter pour pouvoir promouvoir le karaté, mais qui n'avaient pas nécessairement les compétences techniques derrière. Ouais. Mais voilà, comme ils rayonnaient un peu, paf, allez, tout de suite ils sont montés, ils sont passés
mais de ceinture de base, tu vois, Ouais. genre ceinture jaune, ceinture orange, j'en sais rien. Ils ont fait 2 semaines, ils sont revenus, pam, c'est bon, allez, ceinture noire tout de suite. Ok, ils ont de l'aura, voilà. Tu vois, donc voilà, quand il y a d'autres enjeux, on peut voir ce genre de dérive-là et je pense que ça, c'est pas quelque chose qui fait du bien, quoi, aux Non. arts martiaux. Tu vois, c'est pas quelque chose qui fait du bien. Non, parce qu'après, l'enseignement est biaisé et pas forcément correct, quoi. Yep. On s'arrête là? Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. N'oubliez pas de liker. Partagez, commentez cet épisode. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se voit bientôt pour un prochain épisode. Ciao, bye. I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.